Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission du Geek Squadron. Dis-moi Céline, ça fait un moment qu'on s'était pas retrouvés que toutes les deux. Alors, juste, déjà, on est en squadron en série, en fait. Ça Oui, se voit pas. effectivement, on est en Squadron en série. On était censé faire cette émission avec Faye de Geek en série, qui malheureusement a chopé une crève d'enfer et ne pouvait pas être avec nous ce soir. Donc on lui fait des très 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 gros bisous de loin pour pas choper ses microbes Mm. et en lui souhaitant un prompt rétablissement. Alors pour Et, ceux qui ne connaîtraient pas le concept de Squadron en série, c'est en fait un crossover entre Geek Squadron et Geek en série. On avait déjà fait ça pour Ahsoka, on a fait ça pour Acolyte, et donc on remet le couvert pour Skeleton Crew parce que on s'amuse vraiment trop bien ensemble. Et l'idée, c'est de se retrouver tous les 15 jours, pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours pour discuter de la nouvelle série Star Wars, Skeleton Crew. elle a préparé l'émission avec nous, donc de temps en temps, on vous dira épifée, elle nous a dit. Voilà, vous soyez pas étonnés. On pense Exactement. fort à elle. Donc si on est Mais là oui, ce ça soir, faisait longtemps, ouais. oui, mais oui, bah, on Euh, n'arrive pas à trouver du temps ouais, avec nos emplois du temps respectifs pour faire des c'est choses, donc ça. voilà, ce début d'année scolaire a été un peu compliqué. Bon, on a une pile comme ça de trucs qu'on veut faire, donc Ah ouais, mais c'est pas faute d'avoir c'est... des idées, hein, clairement. Alors du coup, on va parler de la série du moment, Skeleton Crew, qui vient juste de sortir sur Disney+, les 2 premiers épisodes, en tout cas. Alors Skeleton Crew, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est, une expression, anglophone qui veut dire une petite équipe qui, s'occupe d'un très grand bateau. On va dire que c'est l'équipe minimum, l'équipage nécessaire minimum pour faire tourner le navire. Mais c'est aussi la désignation d'une équipe, d'un équipage voguant sous le pavillon pirate. Ah ah, attention, attention. Donc c'est une série qui a été créée par Christopher Ford et John Watts. Alors John Watts, c'est le réalisateur de la dernière trilogie Spider-Man, donc Homecoming, Far From Home et No Way Home, mais aussi de 2 films que moi je ne connaissais pas, qui s'appellent Clown et Cop Car. Et ces 2 films sont importants parce que, le scénariste Christopher Ford a travaillé justement avec John Watts sur ces 2 films-là, Clown et Cop Cars, mais aussi sur le Spider-Man Homecoming. Les 2 sont connus à peu près que pour ça, hein, je simplifie un petit peu. Alors annoncé en mai 2022 et dévoilé réellement avec un nom et un début de casting à la Star Wars Celebration de Anaheim, donc de la même année, c'est une, série pour laquelle en fait Jon Favreau avait approché, John Watts, ils sont trop jeunes, mais c'était pour un film à la base et John Watts, en fait, lui, a pitché une série à la place et Favreau a dit: «Banco». Le tournage s'est terminé en janvier 2023. On a eu la première bande annonce lors de la Star Wars Celebration de Londres en avril 2023, avec en plus, sur, la scène du Galaxy Stage, les acteurs, donc Jude Law et les gamins qui sont venus un peu nous présenter la série avec, beaucoup d'enthousiasme, aussi, communiquer une certaine hype, en tout cas pour moi, pour la série. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, c'est une série sur laquelle ILM a bossé au niveau des effets spéciaux, avec l'aide notamment de Phil Tippett pour tout ce qui est stop motion. Donc Phil Tippett, hein, qui est quand même un très, très grand nom et dans Star Wars et dans, les effets spéciaux de manière générale. On va pas revenir là-dessus, il faudrait une émission en entier et encore, ce serait pas suffisant pour parler du travail de Phil Tippett. Il y a dans les effets spéciaux un mélange de techniques anciennes et récentes. On voit du matte painting, je parlais de stop motion, il y a aussi du motion capture, enfin voilà, il y a tout un mélange, c'est pas juste du CGI et on a des sets qui sont fonctionnels, donc le plus grand est celui du Onyx Cylinder, donc le gros vaisseau. On n'a pas précisé, hein, c'est une émission qui sera sans spoiler, mais spoiler sur les 2 premiers épisodes. C'est-à-dire qu'on va pas vous balancer des noms, mis à part le Onyx Cylinder que je viens de balancer, de personnes dont on ne connaît pas, les noms pour l'instant. On reste quand même dans la découverte. Nous, on est restés spoiler free jusque-là, on n'a pas forcément envie de savoir ce qui va se passer ensuite, ne serait-ce que les noms des personnages. Céline, est-ce que tu veux présenter la série, les épisodes? Oui, alors, Enfin, les réals et ouais, ouais. Le 1er, c'est John Watts, lui-même qui s'en est, occupé.
C'est This Could Be a Real Adventure. Donc on est propulsé direct, dans l'aventure et le deuxième et le troisième, c'est, David Lowery. Donc il y a des chances que le troisième s'articule pas mal quand même avec le deuxième. Donc le deuxième, il s'appelle Way Out Past the Barrier. Ensuite, on aura The Daniels, qui est un duo de réalisateurs. Jake Schreier, Bryce Dallas Howard, qu'on connaît bien quand même pour avoir fait des épisodes sur The Mandalorian. Lee Isaac Chung et John Watts viendra faire la conclusion pour l'épisode 8. Au niveau du casting, alors sur les enfants, on a donc Ravi Cabot-Conyers, alors peut-être écorcher des noms, hein, qui joue Wim. On l'a connu, alors pas forcément en français, mais en anglais, en tout cas, c'est lui qui faisait la voix d'Antonio, le petit garçon dans Encanto, celui qui parle aux animaux. Et il a fait diverses apparitions dans diverses séries télé. Tern, elle, est jouée par Ryan Kira Armstrong, qui est la jeune Antonia dans Black Widow. Elle a aussi joué dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber et dans American Horror Story. Ensuite, on a Kiriana Crater qui joue KB et elle a principalement fait des courts-métrages. Et Robert Timothy Smith qui joue Neil, lui, il a joué dans un épisode de Good Girls et après c'est des choses, assez obscures, pas beaucoup de choses à son actif. Ensuite, on a le nom de la série qui est Jude Law. On va pas tellement le présenter, je pense que tout le monde le connaît, à peu près. Pour l'instant, à l'issue des 2 épisodes, son nom ne nous est pas communiqué, donc je n'en parle pas. Récemment, on va aller dans l'ordre, on va aller dans l'inverse de l'ordre chronologique. Il a joué Albus Dumbledore dans Les Animaux Fantastiques, Ian Rock dans Captain Marvel, il a joué dans The Grand Budapest Hotel, il a fait Watson dans Sherlock Holmes, il a joué dans l'Imaginarium du Docteur Parnassus, dans Closer, dans AI, dans Existence, dans Bienvenue à Gattaca, qui est un de ses premiers films. Donc c'est quand même un acteur qui a une filmographie assez impressionnante et surtout assez variée. Ensuite, on a Nick Frost qui vient jouer SM-33, donc le droïde qui ressemble un peu à K2SO. Lui, il a joué dans The Nevers, dans Why Women Kill, dans Into the Badlands et il a fait beaucoup de voix de jeux vidéo. Le baba de Wim, dont on ne connaît pas encore le nom non plus, c'est Tunde Adebimpe. Il a joué récemment dans Twisters, le dernier, hein, avec le S à la fin. Dans Marriage Story, donc il avait déjà un petit pied dans Star Wars, parce que Marriage Story, il y a Adam Driver dedans. J'ai trouvé ça drôle, en fait, T'as le des petit liens, link qui va bien. Puis du coup, ça Hollywood, fait c'est aussi petit, un hein. lien avec Jude Law, qui lui a joué dans Captain Marvel, mais dans Marriage Story, il y a quand même Scarlett Johansson, donc Black Widow. Il a fait ensuite des voix pour des séries comme Strange Planet ou Laserwolf. Et puis dans les personnages, encore une fois, nommés, on a Farah, qui est jouée par Kerry Condon, qu'on a vu dans Better Call Saul, dans Ray Donovan, dans Three Billboards. C'est la voix de Friday dans le MCU et Walking Dead et Rome. Donc elle aussi, elle a un sacré, palmarès à son actif. Donc voilà, pour l'instant, on a, quand même un bon, les gamins, c'est logique, qu'ils soient relativement inconnus parce qu'ils sont assez jeunes, enfin, en tout cas, ils l'étaient au moment du tournage, mais dans les adultes, on a du beau nom pour l'instant. Ouais, c'est quand même des grosses pointures, ils ont mis du budget dans le casting. Et ça sent après au niveau, je trouve, de l'acting, mais ça, on va y revenir, un peu plus tard. Donc si on vous fait un petit résumé d'abord du premier épisode. Donc on a une scène d'ouverture, qui tout de suite, enfin, je pense que toi ça t'a fait pareil Céline, moi ça m'a de suite fait penser à la scène d'ouverture de Un Nouvel Espoir. On a cette planète, un vaisseau qui arrive, qui est attaqué, voilà, on est dans Star Wars, direct, première À scène, hein. fond. Sauf que cette fois, c'est pas un vaisseau consulaire qui se fait, attaquer par un vaisseau impérial, mais c'est un vaisseau marchand qui se fait attaquer par un vaisseau pirate. Ils disent quand même, «Non, mais on est en mission, officielle». Donc ça Oui, fait aussi penser à «Mais c'est un vaisseau consulaire». Je trouve qu'il y a mmh. vraiment Il y a un le double Mais parallèle, j'oublie ouais. un truc très important, c'est quand même on a un tout petit texte de départ qui nous dit ça nous place dans l'ère de la Nouvelle République et on nous explique qu'il y a une recrudescence des attaques de pirates qui ciblent beaucoup les voies hyperspatiales. Pareil, là, ça fait un petit, ring a bell pour, la Haute République, je trouve. La série Pirates, a été annoncée comme se passant à peu près dans le Mandoverse, au niveau de l'époque. donc on a cette attaque en règle de pirates avec, qui est assez, phénoménale je trouve visuellement parce qu'on a ces espèces de tubes harpons
qui viennent perforer, la coque du vaisseau, qui se déploie pour se maintenir, avec, les pirates qui passent dans le tube et puis comme il est semi-transparent, on voit un petit peu les gens passer, tout ça. Donc on a, ce côté, encore une fois, ça rappelle la scène d'ouverture d'un Nouvel Espoir avec les Stormtroopers qui arrivent, les soldats rebelles qui se mettent en position pour les accueillir bien comme il faut. Donc on a une très belle scène, d'abordage, plein de clins d'œil à peu près toutes les scènes d'abordage, hein. Je veux dire, c'est Oui, autant Star Wars que du film de pirates, là, pour le coup. tout à fait. Ce qu'on se rend compte, c'est que rapidement, ils font pas de prisonniers. Ils sont là dans un but et un seul, ils sont très sanguinaires. Ça commence quand même sur les chapeaux de roue. On va voir, débarquer un Chistavanien, donc c'est une espèce de loup-garou, hein, de l'univers Star Wars, donc on sent une aura assez mauvaise et tout. Il va débarquer dans le vaisseau et puis ça va passer à une scène où on voit un autre personnage qu'on va découvrir, c'est le capitaine du vaisseau. Il est masqué, il a un casque qui rappelle un peu dans la forme celui des Chevaliers de Rennes, celui de Kimir, hein, dans Acolyte, mais c'est la forme parce qu'il y a pas les gravures, il y a pas tout le même truc, mais on sent qu'il y a probablement un humain derrière, pour vous donner une idée. Et il va, se confronter au capitaine du vaisseau. Encore une fois, ça fait très Vador, capitaine Antillès, «Ouvrez-moi la porte», machin. Il en a tellement marre de négocier avec le capitaine qu'il finit par, demander à son équipage de le balancer par le sas et ils font péter cette porte qui est verrouillée magnétiquement, qui mène à un coffre qu'ils pensent empli de richesses alors que le capitaine du vaisseau attaqué a dit: «Non, non, on est là en mission, on n'a rien», et donc le coffre s'ouvre et le Chistavanien entre et là, il découvre, des caisses vides. Enfin, c'est une un coffre de banque. Vous imaginez le grand truc, une énorme pièce vide avec juste un unique crédit de la République par terre. Donc ça finit en mutinerie contre le capitaine casqué, mais ça coupe et on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il a été balancé par le sas? Est-ce qu'il a été trucidé? Est-ce qu'il a été mis au fer? On peut tout imaginer. Et puis on passe dans un univers complètement différent puisqu'on se retrouve dans une banlieue américaine sur Terre. Il y a pas d'autre façon, je crois, de décrire, hein, parce que, En mode un peu futuriste quand même. oui, j'allais y En venir justement, tu as coloré un peu petits en mode éléments. Star Wars, quoi. Voilà, c'est-à-dire que, tu prends ta banlieue américaine, classique et puis tu lui rajoutes quelques speeders, quelques petites, accessoires Star Wars et des portes qui s'ouvrent, comme ça Un et peu de lait bleu. voilà, un peu de lait bleu, oui, enfin, ça on a forcément la scène avec le lait bleu parce que le gamin mange ses céréales, et cetera. Enfin voilà, ça fait très incongru et c'est très, je trouve un peu dérangeant sur le départ, mais on va y Oui. revenir. Et puis on se retrouve face à ce gamin qui rêvasse au lieu de se préparer pour l'école. Donc ça, je pense que ça va parler à absolument tous les parents, avec le père qui s'exaspère derrière: «Mais tu as pris ta veste! Mais oui, 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 j'y avais pensé!» Gars, tu as fait demi-tour pour reprendre ta veste, quoi. On voit, donc le père de ce gamin qui rentre. J'étais frappée, il porte des lunettes. Non, c'est pas la première fois qu'on voit dans Star Wars quelqu'un porter des lunettes. Ça serait intéressant peut-être d'aller rechercher ça, mais bon, voilà, ça ancre encore plus le truc, genre ça se passe sur Terre, quoi. Très, très drôle et donc il lui rappelle qu'il va travailler tard toute la semaine, donc que le gamin va devoir se gérer tout seul et il lui laisse de l'argent pour le petit déjeuner. Qu'en est-il de la mère? On ne sait pas Mmh et mh. donc ce gamin, Wim, va rejoindre son copain Neil, donc c'est celui qui a une tête un peu d'éléphant avec, la peau bleue et alors comme tous les gamins, voilà, ils vont jouer aux chevaliers Jedi dans la rue et il y a leurs potes de classe qui les regardent genre: «Mais what the fuck, vous faites quoi là?» C'est là qu'ils vont prendre un tram pour se rendre à l'école, donc ça ressemble à un tram, classique comme, on en a partout, sauf qu'il est conduit par un droïde Rex, comme dans Star Tours. Voilà, petit clin d'œil aussi, parce que les droïdes Rex, on les voit un petit peu partout, dans Star Wars. Et Monsieur justement, Sylvain sur le chat dit que Tech a des lunettes. peut-être qu'il y a des lunettes peut-être, Dans mais The Bad Batch, tu sais que j'ai arrêté à la fin de la saison 1 donc Les lunettes voilà. de Tech sont quand même beaucoup plus Star Warsiennes que celles du papa, Oui, de puis Wim. elles sont pas intégrées à son casque ou un truc comme ça là? Enfin, ouais, non, c'est comme ça, Ouais. bon, Non, non. bref. Ah oui, bon bref. C'est pas tout à fait le même style quand même. Non, c'est pas le même C'est scène là, tu as vraiment les moins mesures, terrien. c'est ça. Pour en revenir à Rex, voilà, cette scène, ça fait pareil, ça fait vraiment très scène du bus jaune, américain. Je me suis même Ouais, pourquoi ils ont complètement, pas ouais. mis le tram en jaune, quoi? Avec, la gamine qui vient coller des chewing-gums, sur la tête de Rex. Enfin voilà, J'adore. c'était assez drôle. Et donc il va voir Wim pendant qu'il est, dans le tram sur le trajet de l'école, il va voir 2 filles sur un speeder bike avec un côté, sidecar, qui vont prendre un raccourci, par la forêt. On me dit: «Ah si on nous montre ça, c'est que ça doit revenir peut-être,
un petit peu plus tard. On voit la ville qui s'étend devant nous. Alors bon, très clairement, c'est pas une ville qui vend du rêve, hein. Ça fait très, vieux bâtiment HLM des années, 70, enfin, vieux bâtiment administratif plutôt des années 70 en France. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a un plan, il y a une structure en forme de cube au fond et ça fait très La Défense. Voilà, ça m'a fait rire, sur le moment, c'est L vraiment on ancre vraiment le truc sur une planète très terrestre, en fait. la tour du fond, elle fait très, Alexanderplatz, à Berlin. Je sais Ouais, pas si tu aussi. vois? Ouais, ouais, mais il y a plein d'éléments comme ça où tu as l'impression effectivement c'est tiré de la terre, quoi. C'est assez perturbant en fait, enfin c'est pas un avis, hein, que je suis pas en train de dire que c'est nul ou quoi que ce soit, je dis c'est un peu perturbant et on attend de voir, où est-ce que ça va nous mener, voilà, on Mmh mh. a Elessar, dans le chat qui dit que lui aussi il a pensé direct à La Défense donc je te remercie, je me sens un peu moins seule. Donc on arrive à cette école. Alors il y a un petit côté, glaçant parce qu'ils arrivent et tout de suite, ils sont débarqués des trams et on leur dit, «Oui, tous les élèves doivent aller en classe», on sent qu'il y a un côté, très, militaire, voire carcéral, qui met Mmh. un peu mal à l'aise et c'est un sentiment qui va un peu persister parce qu'on va avoir un personnage, déjà c'est un droïde qui fait classe. Tu te dis: «Bon, bah, on est quand même, sur une planète qui a l'air bien peuplée. Pourquoi c'est un droïde qui fait classe et pas un humain?» Il y a pas l'air de manquer de personnel, en fait. Enfin, un humain, je Un trouve être, pas du mot. Un être sensitif, si ouais, heu voilà. et donc il y a cette personne qui arrive et qui va se présenter très pompeusement aux enfants, qui va leur faire comprendre qu'elle avait pris du temps dans son emploi du temps très, 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 très chargé, quoi que ce soit. J'adore, Tu vois, on enfonce le clou, genre, «Je vous fais un grand privilège les enfants, vous vous rendez pas compte». c'est clair. Il leur explique que, enfin leur rappelle plutôt qu'ils passent leur test de carrière le lendemain matin. Donc ce sont des gamins qui ont 11, 12 ans. Tu leur dis: «Ouh, test de carrière», et puis apparemment c'est un grand truc, hein, ça détermine vraiment ce que tu vas faire, de ta vie et le problème c'est que les postes proposés, c'est genre, analyste, comptable, et les gamins ils sont à fond: «Je veux être comptable et tout!» Bon, OK, bon, on attend de voir un peu, mais ça sent un peu la dystopie quand même, et on a XP, 78 dans le chat qui nous dit: «Bienvenue le SNU». Non, c'est quand même enfin, c'est l'école, quoi. J'ai envie de dire, c'est pire. Parce qu'eux, c'est Oui, obligatoire et c'est ce qui va déterminer toute leur vie. Et on voit que exactement. Wim, lui, bah, clairement, c'est l'outsider, en fait, dans cette scène. Lui, il rêve à autre chose, aider les gens, comme il dit, c'est trop mignon. Ouais, c'est ça et Wim, justement, il flippe parce que, bah, comme il est très rêveur, on le voit au tout début de l'épisode, il joue avec des figurines de Jedi, il est dans son monde, c'est un vrai gamin d'une dizaine, douzaine d'années, voilà, qui est coincé un peu, là où les autres ont commencé un petit peu à basculer dans l'adolescence, à être un petit peu plus, mûrs, lui, il est resté dans son côté, enfantin, gamin, voilà, lui, il rêve d'aventure, il rêve d'histoire. Il est pas, dans ce cadre, ce moule très, très carré où on enlève toute pensée joyeuse quelque part. Donc la journée, on n'en voit pas plus que ça. Ils vont, rentrer sur le chemin du retour. Nous, on va voir les 2 filles du matin, donc une brune et une blonde, enfin cheveux très blancs, qui vont prendre des risques sur leur speeder, qui vont passer même, à un moment donné entre 2 trams, ça m'a fait penser un peu à la séquence de Solo, tout début, quand Solo, Mmh. s'enfuit avec Kira, avec son speeder, elle lui dit: «Ça va pas passer!» Il dit: «Si, si, si!» Puis il reste bloqué, entre 2, je sais plus ce que c'était d'ailleurs, 2 vaisseaux ou je sais pas quoi. Bon là, les filles, elles passent, mais elles pètent un truc de leur speeder, à ce moment-là. Ah ensuite, on les voit, ouais, en train de réparer justement ce speeder et il leur faut un nouveau, power converter. J'ai oublié comment ça se disait en français, je suis désolée. Pourtant je l'ai vu en français, hein. Et on voit 3 jeunes sur un speeder assez similaire, peut-être un petit peu plus, fringant, un petit peu plus joli, qui, les titillent, sur le fait qu'elles sont en train de réparer leur truc qui est tombé en ruine, qu'elles ils confirment que, la course est bien maintenue. Quelle course? Bon voilà. Ça fait aussi un petit clin d'œil à tout, bah, l'univers des courses, c'était un truc qui était très important pour George Lucas. Enfin, je veux Mmh. dire, il en a fait beaucoup quand il était petit, enfin quand il était jeune plutôt, il a quand même un film qui est un peu consacré à cet univers-là qui est, American American Graffiti Graffiti. et puis bon, bah, on l'a vu, les pod race dans la prélogie, enfin voilà. Petit clin d'œil au passage, je pense. Ensuite on a la brune, qui rentre chez elle. On découvre qu'elle s'appelle Fern et elle détourne la mémoire de son droïde pour faire croire à sa mère qu'elle était bien là tout du long, qu'elle s'est pas amusée, avec son speeder, patati patata.
Et alors c'est là où moi j'ai eu du mal, il a fallu que j'aille voir sur internet, mais effectivement la personne c'est bien la sous-secrétaire qu'on a vue, au départ et la sous-secrétaire lui apporte toute contente un espèce de badge en disant: «Ouais, je suis passée à ton école, mais c'est bon, tu as récupéré le badge de la meilleure élève», voilà et on sent que c'est super important pour elle que sa fille soit la meilleure, machin. On sent, la mère un peu too much, tu vois? Qui va vraiment pousser, à fond, son enfant contre la volonté du dit enfant. Après, elle dit clairement: «Comme ça, tu vas pouvoir accéder à un poste important quand tu seras, plus grande». Donc clairement, il y a, cette histoire, en fait, de détermination dès l'école de ton avenir. Donc en fait, il y a une pression, sociale qui est sur les enfants, dès le plus jeune âge. Effectivement, ouais, c'est pour ça on appuie, hein, vraiment le thème de la dystopie, sur cet endroit, hein. Donc le lendemain matin, on retrouve Wim qui court après le tram parce que, bah, comme tout bon adolescent, il a pas mis son réveil, il s'est pas réveillé, et donc il rate le tram. Rentre chez lui, chercher son speeder et là, j'ai éclaté de rire parce que je sais pas si vous avez fait bien attention, mais son speeder, sur les petites poignées là, il y a les petites franges comme les vélos des années 80. Merci E.T., hein, le petit clin d'œil gratos. On est à fond dans Stranger Things, on Alors j'ai prend pas son vu, vélo et on se balade, quoi. je peux pas le dire, mais du coup voilà, il prend du coup, vous voyez ça arriver un petit peu gros comme une maison du coup. Il prend le raccourci qu'il a vu, les filles prendre la veille, donc on a une espèce de course-poursuite sur Endor où lui, il est pas comme Luke et Leia, il évite pas les branches, il se les prend en plein dans la figure, jusqu'à ce qu'il arrive à un espèce de ravin. Il le voit au dernier moment, il essaye de virer, s'arrêter, puis en fait, le speeder s'arrête, mais lui, il est éjecté, il roule dans le ravin et en voulant remonter, donc la pente qui est un petit peu raide, c'est très terreux et herbeux, il va tomber sur un bout de métal, une sorte de sas, en fait, en métal et donc forcément, lui qui a la tête plein de rêves et d'aventures, tout de suite, il va s'imaginer qu'il a trouvé, l'entrée d'un temple Jedi secret. Et pourquoi un temple Jedi secret? Parce qu'on a vu qu'il faisait une fixette, hein, sur les Jedi, mais aussi il a une petite tablette où il se lit des histoires dessus, il se fait passer des images et je suis allée, voir un petit peu, dans différentes vidéos, il y a des youtubeurs qui se sont amusés à décrypter ce qui était écrit en norvège, sur les pages. Alors je vous la fais courte, hein, c'est en gros l'histoire de Jedi qui ont, construit un temple qui, est capable de rentrer sous terre pour se protéger du danger ou de ressortir. Ça fait penser au temple de Lothal, hein, dans Rebels et il parle d'un autre Jedi qui s'appelle Druin, qui aurait affronté une bête. On voit un espèce de rancor à un moment donné, voilà. On n'en sait pas beaucoup plus et puis bon, ça reste du petit détail dans l'image. C'est pas Je dis pas que c'est pas important, mais à partir du moment où nous, on ne peut pas le lire, on peut pas non plus tout baser sur cette histoire. Donc oui, bien évidemment, se fait attraper par les droïdes de sécurité de l'école. Apparemment, il est dans une zone interdite. Pourquoi une zone interdite autour d'une école? Va savoir. Ce sera sûrement explicité plus tard. Et comme il se fait attraper, et d'une, il peut pas passer son test puisqu'il est en retard, et de deux, il est envoyé chez le proviseur. Et en attendant justement, son passage chez le proviseur, il rencontre Fern. Fern qui est un peu mauvaise sur les bords et qui va tenter de lui faire croire que, la dernière fois qu'il y a eu un gamin à oublier, enfin à manquer son test, d'aptitude et bah, le gamin s'est retrouvé, dans les sous-sols de l'école, à la mine, et cetera. Donc il me dit: «Ah, tu te moques de moi», mais on sent qu'au fond il est pas tout à fait serein. «Et si elle avait raison? Et si j'avais foiré comme ça dans les grandes largeurs?» Et puis il y a son père qui sort du bureau. Alors la première chose que son père va lui dire très sévère, c'est, «Je t'avais dit que j'avais une inspection toute la semaine et j'ai dû m'absenter du travail», voilà, c'est même pas, «Tu couvert de boue, ça va, qu'est-ce qui t'est arrivé?» C'est non, tout de suite la colère. De dire qu'il a négocié avec le proviseur pour qu'il puisse repasser son test, en disant: «Tu as 50 points de pénalité et ça veut dire qu'il faut que tu aies en gros 100 de bonnes réponses pour pouvoir, avoir une note à peu près acceptable, à ton test». Donc autrement dit, il va se retrouver avec une carrière, ultra pourrie quoi qu'il fasse. Donc tu sens déjà le côté, pourquoi mettre une telle sanction sur un gamin de 11-12 ans? Enfin voilà, encore une fois, on accentue le côté dystopie. Et donc son père va lui ordonner de rentrer chez lui pour réviser pour le lendemain et quand Wim commence à lui parler de sa découverte, il lui dit: «Arrête
avec tes âneries de temple Jedi, concentre-toi sur ton avenir, arrête de rêver, patati patata. Et Fern entend cette histoire et du coup, Wim rétropédale en disant non, mais j'ai rien trouvé, c'était genre pour me trouver une excuse et tout et tout. Et en rentrant chez lui, il va chercher Neil, donc son pote qui habite genre à la maison quasi à côté. Ils se donnent des noms de code tous les deux, Jedi 1, Jedi 2, enfin c'est marrant, c'est des gamins avec les talkie-walkie, on a tous fait ça quand on était mômes, enfin voilà, ils sont à 10 mètres, à 5 mètres l'un de l'autre, hein, mais ils se parlent dans les talkie-walkie. Et ils vont dans la forêt et ils vont découvrir que quelqu'un d'autre a creusé. Et c'est à ce moment-là qu'on entend une voix type droïde de sécurité, et cetera, donc ils sont en panique et en fait, on voit, une des 2 filles, donc c'est pas Fern, c'est l'autre, elle s'appelle Cabé, qui sort de derrière un rocher en disant: c'est Fern qui m'a dit de vous faire peur». Et donc ils vont se chamailler comme des gamins parce qu'il y en a un qui dit Prums et l'autre qui dit contre Prums, enfin voilà, des trucs de gamins, hein, et Cabé va réussir à ouvrir, le sas qu'ils ont déblayé, hein. On voit bien que c'est un beau sas et évidemment, les gamins vont rentrer dans cette espèce de temple, Jedi et ils vont découvrir un droïde mort accroché à une poignée. Et là, vous sentez la connerie venir. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un des gamins, et il me semble que c'est Neil, qui va toucher le bras. Le bras va emporter la poignée, ça va rallumer brièvement le courant dans tout le vaisseau et fermer le sas. Évidemment, il se retrouve piégé dans cet endroit où on ne sait pas trop ce que c'est, comment un bunker, un temple, toutes les options sont permises. Et donc piégés, les enfants vont explorer le vaisseau à la recherche d'un générateur pour pouvoir rouvrir le sas. Wim, il fait un peu la tête, il va dans son coin parce que, Neil a décidé de suivre les filles, parce que je pense que son instinct de survie lui dit qu'il a plus de chances Mmh, de se mmh sortir mh. avec les filles qu'avec son pote, ce qui est pas très sympa pour son pote, mais qui est pas faux non plus. Elles ont un plan, elles. Ouais, Elles bah, elles disent: «On va suivent suivre les une câbles voilà. électriques pour Elles pouvoir trouver sont, le générateur». elles sont elles sont très terre à terre. Lui, il est dans son Ouais. truc: «J'ai trouvé un temple Jedi, ça va être trop bien, voilà». Et elles sont très terre à terre, on veut sortir. Et comme Neil veut sortir, il va retrouver sa famille parce qu'il est dans une grande famille, ils sont, 4 enfants, les parents, voilà, donc lui, il est très, cellule familiale. Donc KB va réussir à remettre le générateur en route, en tapant dessus, hein, il y a rien de très ingénieux et Fern, par son talkie-walkie, ordonne à Win de ne toucher à rien. Vous imaginez ce qui se passe, il voit un bouton vert qui clignote et en plus qui fait du bruit, il va pas s'empêcher d'appuyer dessus et là, c'est le drame, tout se met à vibrer et on se rend compte qu'en fait, ils étaient piégés, non pas dans un bunker ou un temple, mais dans un vaisseau spatial qui était enterré là, puis en plus qui était enterré dans le mauvais sens puisqu'il a fallu qu'il fasse une rotation. Et donc ce vaisseau s'extrait de la terre, donc ça crée un peu un tremblement de terre avec les arbres, les rochers, la terre qui tombe et cetera. Sous les yeux du père de Win, passe ce que les enfants appellent la barrière, c'est-à-dire qu'on voit quand on a vu la nuit sur cette planète, on ne voyait pas vraiment des étoiles, on voyait un espèce de gris vert qui faisait penser un peu à des aurores boréales et donc le vaisseau va passer cette barrière et les enfants vont découvrir, émerveillés, le vrai ciel étoilé et ils ont pas le temps d'en profiter parce que c'est là que le vaisseau passe en hyperespace. Voilà, donc ça, c'est pour le résumé pas très, très court du 1er épisode, mais qui va permettre un peu de poser un peu les bases Ouais, dé de dé de cette histoire. déjà, c'est hyper dense, hein, parce que, voilà, quand on voit, le résumé, et en fait, on peut difficilement faire plus court, en vrai. Parce qu'il y a énormément de séquences, différentes, ne serait-ce que le fait qu'il y ait les pirates, le 1er jour d'école, le 2e jour d'école et le moment de révision qui finit en catastrophe. Enfin, il y a plusieurs séquences, assez, distinctes. Donc c'est dense, en fait, comme épisode par rapport à d'autres choses qu'on a pu voir dans Star Wars. Oui et Heu, puis tu sens qu'en fait, c'est dense, mais que tout a un sens et tout va être mmh, important. Ça, on va en parler après dans tout ce qui est théorie, parce que là, on a beaucoup, beaucoup insisté sur ce côté un peu dystopien de la planète et cetera. Il y a des explications, on a quelques théories sur l'histoire, mais voilà, on va en parler, après. Après, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que, comme la plupart des séries Star Wars, même toutes les séries Star Wars, c'est-à-dire que tu arrives et tu sais que tu es dans Star Wars. Il y a beaucoup d'éléments, visuels qui vont revenir. Il y a des trucs, très futuristes. J'en ai pas parlé, mais la ville, justement, donc quand, je disais ce côté, banlieue américaine classique,
on va quand même avoir, les speeders qui sont sur des rails et ça, je sais que j'ai déjà vu ça quelque part, mais j'ai pas réussi à remettre. J'ai lu quelque part que ça pourrait être un clin d'œil à Tomorrowland, dans un des parcs Disney. Apparemment, il y a des choses un peu dans ce style-là. J'étais pas convaincue en ayant vu les images. Mais voilà, on voit bien, bon, il y a le côté le lait bleu avec les céréales comme on avait vu dans Andorre. Il y a pas mal de petites choses, voilà, qui vont permettre d'établir qu'on est dans l'univers Star Wars et on pose vraiment bien le décor, je trouve, pour ce 1er épisode. Ouais, bah, comme toi, je vois bien qu'en fait, ils ont pris leur temps aussi parce que je pense qu'il y aura quand même une importance sur cette planète, même s'ils viennent de la quitter. On va en reparler aussi avec, le 2e épisode. Donc je pense que c'était important de décrire vraiment comment fonctionne, le système, scolaire et quelque part un peu politique, hein, parce que même si on n'a pas vu, totalement la politique, on a quand même vu, le fait que voilà, le père, il avait un travail de bureau, qu'il avait un superviseur, qu'on avait la mère aussi de Fern qui se dit, représentante. Donc voilà, il y a clairement, une hiérarchie, quelque chose de très structuré qui se reflète en fait dans le système scolaire, hein. Clairement, ça a l'air d'être hyper méga structuré, hein, c'est le mot. Il y a aussi toutes ces histoires de zones interdites, ça a l'air d'être très, voilà, là, il y a la barrière qui interdit de rentrer, qui interdit de sortir de la planète. Donc c'est vraiment une planète un peu, isolée et il y a à l'intérieur de la planète aussi, il y a des zones interdites qui sont quand même relativement proches des habitations. On n'est pas en train de parler de l'autre bout de la planète, dans un coin perdu. On est en train de parler de quelque chose voilà, à une 50aine de mètres d'une école, quoi. Donc du centre-ville. Donc vraiment, ils ont posé le décor, comme tu dis, ils ont posé les structures, de cette planète, sur un épisode, mais c'est plutôt Mmh. bien détaillé, en fait. Ah, il y a un truc que j'ai omis de dire, c'est qu'à un moment donné, quand même, la sous-secrétaire, elle évoque, le fait qu'ils font partie de la République et qu'ils travaillent aux grandes œuvres. Là aussi, ça fait un peu, penser à la Haute République, donc les grandes œuvres de la chancelière, Sceaux, donc dont fait partie notamment le flambeau stellaire. Donc à cette époque-là, donc on est dans l'ancienne République, hein, la Haute République. Et c'était, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas la Haute République, ce qui serait, honteux depuis le temps qu'on en parle. On est dans une période d'expansion de la République, notamment de colonisation de la bordure extérieure et comme c'est une époque, prospère, voilà, d'un point de vue, financier, culturel et cetera, la chancelière du moment, qui est la chancelière Lynn Nassau, a dans l'idée de faire des grands, oui, des grands travaux et le fer de lance, c'est, la station spatiale, le flambeau stellaire qui permet d'apporter une fluidité des communications parce que c'est un relais, hein, mais une fluidité des communications dans la bordure extérieure où jusque-là, c'était un peu, hasardeux. Voilà, c'est pour faire le petit parallèle. Donc on nous parle de République, on nous parle de grandes œuvres, voilà. On se dit: «Bah tiens, qu'est-ce que la nouvelle République a bien pu mettre en route pour cette planète?» avec ce côté un peu dérangeant qui rappelle, les moments dérangeants justement d'Andorre, pas d'Andorre, du Mandalorian, dans la dernière saison, tu sais, avec le docteur Pershing. Tu sais, avec ce Oui, programme de de réhabilitation pareil qui est réhabilitation, ouais. très, moi qui m'a beaucoup fait grincer des dents parce que c'est pas l'image que je me fais d'une république qui est en train de germer en fait, hein, de ce côté très contrôle des opposants, très carré. Ça m'a beaucoup, beaucoup fait, penser à ça et pas tellement à une république, libre en fait, parce que tu restes dans un schéma qui ressemble beaucoup à celui de l'Empire. Alors, je t'avouerai que j'ai eu du mal à rentrer dans l'épisode pour cette raison. Parce qu'en fait, je trouve que le Universe est très critique envers, la République. C'est toujours un peu, la République, elle est faible, nanani nana et pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est des œuvres qui sont, anarchistes de droite et qui n'est Pardon. du tout en phase avec mes valeurs, voilà. Donc je me suis dit: «Allez, on va encore se payer un truc dans la même veine, ça va être dur». Après, il s'avère qu'il y a quand même, il faut le noter, un gros souci de traduction. C'est-à-dire que dans l'épisode, la mère, elle parle pas spécialement de république. Elle parle pas de nouvelle république. Non, elle parle de Donc république. elle parle de Donc république. on est Donc induit enfin pas en erreur, parce que justement on nous dit enfin la voilà. République, bah, tu penses Nouvelle République.
Et je te laisse du coup enchaîner sur l'épisode 2 parce que ça fait sens en fait après. Exactement. En fait, dans l'épisode 2, donc on dit que les enfants sont propulsés dans l'hyperespace et ils arrivent, du coup, bah, d'abord, ils sont, médusés de voir les étoiles avant de rentrer dans l'hyperespace. Ils sont médusés de voir l'hyperespace et de voir les étoiles à nouveau après l'hyperespace et du coup, la première chose qu'ils demandent au droïde, c'est, de rentrer chez eux et le droïde dit: «Mais où?» En fait, dites-moi le nom de votre planète et je vous emmènerai et donc ils répondent, Athine et là le droïde dit, comment c'est d'ailleurs? Heu, Atolone, il va proposer Atolone. Atolone, non, Aldani, non, donc Aldani, c'est petit clin d'œil à Andorre, hein, c'était la planète très religieuse, là où ils avaient une mission et enfin moi ça m'a fait penser à Ulysse, 31, «Ulysse, j'ai perdu le chemin de la terre. Oups! C'est bête» et du coup, ben, en fait, le droïde, il disait: «Ah bah, si vous voulez, on peut aller faire des réparations, je connais un petit port, sympa là-bas, il y a pas ça va être tranquille». Donc bah, la capitaine Fern dit: «Bah, allons faire des réparations dans ce cas-là, parce que quitte à pas savoir où est-ce qu'on est, ben, peut-être que dans le port, donc Port Borgo, on pourra, rencontrer des gens qui, pourront, nous aider». Donc déjà, ils arrivent, il y a un espèce de tube qui est déployé sur le vaisseau. Le tube, il est rafistolé avec, du scotch. On sent que c'est pas très riche là-bas. Voilà, la nave la le il y a des tics qu'on voit dans les Ewoks. Ils donnent un petit crédit, de pièces pour le service et le petit pilote là, il regarde le crédit en mode, «Ah, c'est super!» Alors on se dit: «Ah, ça doit être une grosse pièce celle-là». Voilà, voilà et d'ailleurs, Wim, il parle pas de crédit, il parle de d'Atari, hein, comme, sur, Tatooine en fait, dans l'épisode 1 et du coup, bah, il commence à regarder un peu, où est-ce qu'il pourrait aller et les garçons disent: «Ah là, ça a l'air sympa!» C'est à quoi les filles, elles ont tout de suite compris ce que c'était, hein et elles leur disent: «Non, non, pas là! Non! Non, non, non!» C'était un peu une maison close, hein, Voilà, c'est écrit c'est-à-dire Dance Club dessus, mais bon. on voit, disons, des silhouettes en train de danser sur les murs roses. On va dire ça. On est descriptif. On voit au passage d'ailleurs, une, Askajian qui est, la danseuse qui a plein de seins, comme dans le palais de Jabba et une Tiline qui est aussi, d'ailleurs dans le palais de Jabba, hein, il y a des Tilines dans les danseuses, les chanteuses là et d'ailleurs ça a l'air d'être la personne qui tient la maison close ou le dancing. En tout cas, elle est dehors, elle appâte le chaland, Oui. et elle remarque les enfants. Et c'est elle qui remarque les enfants, voilà. Donc les garçons, commencent à se répartir la Tiline, va parler à Fern et elle lui dit: «Ah mais vous êtes des enfants, restez pas ici», voilà, déjà, ça donne envie. Les garçons, passent dans le marché, donc c'est un peu, comme à Tatooine avec, Jar Jar qui découvre un peu: «Oh, il y a des tas de trucs», les garçons, c'est un peu pareil, «Oh, il y a des tas de trucs. Ah mais il faut payer!» Et quand, ils commencent à payer, la nourriture qui a l'air d'ailleurs ignoble, tout le monde se dit: «Tiens, ça a l'air intéressant les petits crédits des enfants», donc voilà, voilà. Donc on sent que ça a l'air pas mauvais, leur argent. Mais c'est Hem, justement là où il y a le gros problème de traduction d'ailleurs. voilà. Bah, vas-y, vas-y. Bah, en fait, c'est-à-dire que bon, moi j'ai regardé en VF. Pour une fois, je regarde en VF intégrale parce que j'ai regardé avec mes enfants. Si je leur colle la VO sous-titrée, je vais avoir une révolte sur les bras. Donc du coup, donc VF et donc là, il parlait de crédit de la Nouvelle République. Donc ce qui était raccord avec ce que j'avais pensé, de ce qui se passait avant, et cetera dans le premier épisode. Sauf qu'en fait, j'ai découvert en recherchant, des choses, notamment sur les easter eggs, parce que forcément j'ai pas tout vu, qu'en fait c'était une mauvaise traduction et que, c'était l'ancienne République. Ce sont des crédits de l'ancienne République, d'où le fait que Wim les appelle des Datari et donc ça fait un contresens, enfin, c'est quand même une erreur de traduction.
J'aime pas, je suis traductrice, donc j'aime pas, cracher sur le travail, des collègues, mais là, pour le coup, c'est une erreur de traduction. C'est pas juste avoir traduit un truc rouge quand c'était bleu. C'est vraiment ça emmène un contresens total dans l'histoire puisque du coup, en fait, nous, on s'imagine quand on regarde que la VF, qu'on est dans le cadre de la Nouvelle République, enfin, en tout cas que la planète Athînes, ils sont dans le giron de la Nouvelle République. Or, en fait, avec ça, on comprend qu'ils sont coupés du monde et ils se croient encore dans l'ancienne République, en fait. Ils ont toujours la monnaie de l'ancienne République, que la barrière, c'est peut-être on va encore faire une référence à la Haute République, mais la barrière, c'est peut-être un rempart d'orage, un reste de rempart d'orage. Enfin voilà, on n'est plus du tout dans le même, dans la même chose et je trouve que c'est, pour moi, c'est une erreur de traduction qui est impardonnable. Tu peux pas changer ancienne République pour nouvelle République, ça colle pas. D'un point de vue histoire, ça ne colle absolument pas. Ils auraient dit, vieille République, tu vois? Bon, vieille, ancienne, on aurait recollé les morceaux, tu vois? Mais là, pour moi, c'est vraiment impardonnable et ça va induire tous les francophones qui ne regardent qu'en VF exclusivement, ça va induire tous ces gens-là en erreur et c'est vraiment très dommageable. Surtout que potentiellement, enfin, si on part un peu dans la théorie, potentiellement, c'est un indice pour une future révélation. Enfin, clairement, c'est étrange qu'on nous parle de la Nouvelle République. Donc il y a quelque chose, il y a un mystère, de l'Ancienne République, pardon. Ça y est, moi aussi je me trompe. Donc il y a sûrement une révélation à venir pour expliquer ça. C'est vraiment c'est incompréhensible puisque, j'ai revu, hein, je suis allée revoir en VO, et c'est effectivement Ancienne République et je me demande même si dans les sous-titres, c'est pas marqué ancienne. J'ai un doute. C'est possible parce que ça a peut-être été, traduit séparément par rapport à Oui, mythe, c'est très aux souvent paroles, comme hein. mais voilà, bon, c'est une digression et en même temps, elle est ultra importante, celle-ci. Il faut vraiment faut faire passer le mot, parce que c'est vraiment enfin, ça change tout, en fait, dans l'histoire. Du coup, donc, on a cette histoire de crédit qui éveille, les convoitises. Je te laisse continuer. Oui, du coup, les enfants quand même arrivent à se retrouver, les uns les autres. Pendant ce temps-là, la Tiline, elle a dit, «Ah, tu viens de Athînes, mais c'est là où il y a un trésor, caché?» «Ah bon? OK, première nouvelle». On comprend que c'est pour tout le monde, c'est une planète mystique, mythique, qui n a priori n'existe pas. Mmh mh. Et finalement, les enfants se font, attraper et mis, en prison à la suite d'une, comment dire? Ils essayent de s'enfuir, leur droïde sort du vaisseau, il y a une bataille qui est quand même pas mal franchement, ça tire dans tous les coins. Le robot, sort des petits boucliers sur ses bras, mais à la fin quand même finit par se faire abattre, vu le nombre de pirates qui sont face à lui. D'ailleurs, il y en a un qui ressemble fortement à un qu'on a vu dans Mando. Il a le même collier. Ah bah, voilà. Et les enfants se retrouvent enfermés. Ils tentent, de se faire, libérer façon, Pirates des Caraïbes, par, le petit rat, en lui disant: «Mais tu qu'à attraper la clé, hein», c'est un peu Pirates des Caraïbes où il soudoie le chien, hein. Il y a un clin d'œil, appuyé, on va dire et quand, le rat, s'enfuit, ils n'ont plus d'espoir de se faire, d'être libérés. Mais c'est là qu'intervient un homme qui est enchaîné aux pieds, qui leur dit qu'il peut avoir la clé et qui tend la main vers la clé et attrape la clé, manifestement avec la force. En tout cas, la clé avance toute seule vers sa main. Voilà, et clap de fin. Voilà, voilà. Donc notre crew est formé. Ce qui est sympa dans cet épisode, c'est aussi la richesse des easter eggs, en fait. Déjà le premier, alors celui-là, il est pas évident pour les francophones, hein, c'est que le droïde s'appelle, SM-33, donc ça fait SM-32, ça fait Smee et Smee, c'est mouche, c'est dans Peter Pan. Donc on a notre première référence pirate en dehors du Skeleton Crew. On a donc bon les Dataris, on a aussi, je sais pas si vous avez remarqué dans les cages, il y a, des petites bestioles volantes. Moi, j'appelle ça des chats avec des ailes de papillon. Pour ceux qui sont nés dans les années 80 et qui ont fréquenté les parcs Disney dans les années 90, ça doit vous parler plus parce que c'est directement sorti de l'attraction Captain EO, qui était pour les plus jeunes d'entre nous, une attraction, 3D en fait. On avait des lunettes 3D, puis on avait un film avec, des détails qui se poussaient et je me rappelle justement de cette petite bête qui venait voler vers toi et tu pouvais essayer de la choper. Voilà. Céline, tu voulais rajouter un truc là-dessus? Oui, je voulais juste te dire que Captain EO, c'était réalisé par George Lucas.
Et dedans, il y a l'éléphant bleu de Star Wars, donc de la même race que Neil, du coup, double clin d'œil. Voilà, moi, ça m'a fait tout de suite, j'ai vu: «Ah, c'est dans Captain EO, c'est trop bien!» Donc franchement, les clins d'œil aux années 80 entre Tic et Captain EO. On a aussi, dans la scène de course-poursuite, il y a un type qui est en train de se faire tatouer et en fait, le tatouage qu'il est en train d'obtenir, c'est, celui du cartel Hut. On comprend qu'il Ah fallait oui. qu'il soit abîmé parce que ça peut être peut-être pris comme une insulte par ses employeurs. On a aussi, il y a une scène, dans cet épisode où on voit, le père de Wim qui est rattrapé par des droïdes de sécurité et il leur dit: «Ah, à l'aide, à l'aide, à l'aide» et en fait, les faisceaux et la manière dont c'est filmé, ça fait très penser, à une scène de E.T. justement où tu as les forces spéciales là qui débarquent dans la forêt, qui veulent, le chercher, voilà. Donc aussi là aussi un clin d'œil aux années, 90. Et il y en a un autre, à côté duquel la VF est passée a priori, c'est que, le droïde quand il se réveille et qu'il arrive auprès des enfants, en VF, il les traite de vermine et en fait, en VO, il les traite de gremlins. Alors pour nous, gremlins, c'est le film, mais en fait, c'est un terme qui date du début des années 1900 ou 1950, je sais plus, pour, désigner, des créatures, un peu indésirables, quoi. Donc tu en anglais, en fait, tu as ce jeu sur à la fois les créatures indésirables et à la fois le film, qui pouvait effectivement pas trop être rendu en français puisque Gremlins, c'est vraiment le film, quoi. Oui, bah, vermine, en effet, c'est le bon mot, en français, si tu veux pas garder le mot, gremlins, quoi. Enfin, si tu veux garder un vrai mot, qui fasse pas que référence, au film, hein. C'est ça. Mais du coup, voilà, il y a une petite référence en plus qu'on n'a pas pu avoir en VF, de même que, à un moment donné, c'est le mec du stand de snacks là qui jure et en anglais, il va dire «criff», qui est donc Mmh. l'équivalent de «fuck» dans l'univers Star Wars. Comme ça, ils peuvent être très grossiers sans que ça fasse grossier. Et ça aussi, j'ai pas entendu, «criffin» comme ça a pu être traduit en VF dans les bouquins et comics. Des petits trucs, assez sympas et qui vont encore plus, hein, ancrer le truc dans son univers et petit clin d'œil aussi aux légendes et je pense que Elessar là qui nous écoute, il va kiffer, c'est qu'il y a un clin d'œil aux jeunes chevaliers Jedi parce que Porte, Borgo là, en fait est, un endroit qui remonte à l'univers légende et notamment je crois que c'est le deuxième ou le troisième tome des jeunes chevaliers Jedi qui s'appelle l'Académie de l'ombre et on a, Borgo Prime dedans. C'est quelque chose qui a été aussi, réutilisé dans le canon, dans c'est quoi? Le smuggler code, le code des contrebandiers, il y a des références à Maz Kanata, on verra si on la voit ou pas dans la série. Mais voilà, je trouvais ça, marrant, alors Elessar nous dit: «Ah mais j'ai zappé ça!» alors je dis: «T'inquiète pas, moi aussi» parce que la dernière fois que je les ai lus, les Jeunes Chevaliers Jedi, c'était il y a genre 25 ans, donc j'ai largement, oublié, mais bon, bah, il y a des youtubeurs qui ont plus de mémoire que moi, donc voilà, je remercie, Moi, j'avais pas l'esprit vu non plus. collectif. Je crois que c'est dans Star Wars Explained, une vidéo de Star Wars Explained que j'avais vu ça, mais voilà. C'était le petit, vous me connaissez, je suis obligée de faire des clins d'œil légendes, donc voilà. Alors, moi, j'ai lu un article qui disait: «Ah, le Holiday spécial est devenu canon». Alors, on s'emballe pas les mecs, c'est pas parce qu'il y a un clin d'œil au Holiday spécial qu'il est devenu canon, OK? Il y avait déjà l'arme de Boba Fett dans Mandalorian, ça a pas rendu le truc canon pour autant, OK? On Mmh. s'emballe pas. Donc là, en Heu, fait, ce que Céline parle, c'est, quand on voit les frères et sœurs ou que frères ou que sœurs, on ne sait pas, de Neil qui regardent une espèce de petite émission de cirque en hologramme et ben, en fait, c'est la reproduction d'un truc que le fils de Chewbacca voit dans le Star Wars Holiday Special. Faut avoir la ref, hein. alors franchement, moi, je l'ai vu, j'ai fait: «Non mais en fait, faut arrêter, quoi». Parce que je trouve que le spectacle est vraiment super laid et dans le Holiday spécial, il y a un deuxième spectacle qui est juste enfin bon, je crois que le jour de grenier parle de porno soft, pour vous dire. Donc et il y a grand-père qui mate ça, en mode, bon, voilà. Franchement, si on pouvait s'en passer, ce serait bien. D'ailleurs, je pense que dans la version, qui est là, disponible sur Disney+, je crois qu'ils ont mis que l'animé et je pense que c'est pas pour rien. Voilà, voilà. J'avais Je pas la ref parce que je l'ai pas vu le Star Wars Holiday Special, j'ai pas eu envie de m'infliger ça. Bah, tu raison, parce que c'est très dur quand même à regarder. C'est une torture. Moi, je l'ai fait par, complétisme, Star Warsien, à une époque où voilà, j'étais un peu folle. Mais non, ne fais pas ça. Mais voilà, du coup, ça m'a mis mal à l'aise qu'ils réutilisent, les spectacles de The Holiday Special parce que, faut pas le faire.
Ne le faites pas. On a LS qui nous dit: «J'ai toujours pas osé le voir encore, mais un jour». Bon, bah, écoute, tu nous feras part de ton expérience. Ouais, tu Peut-être tu que ça diras me tu me diras motivera. si tu es aussi mal à l'aise que moi, après l'avoir vu, hein. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on est quand même déjà bien rentré dedans, j'ai envie de dire et voilà, le premier truc, je pense, qui frappe, quand on regarde ce premier épisode de Skeleton Crew, c'est, la vision de la jeunesse sur l'univers Star Wars, en fait, enfin, sur l'univers dans lequel ils sont. Je trouve que, commencer par, voilà, le petit Wim qui joue avec, des figurines de Jedi, je pense que ça a parlé à absolument tout le monde. D'ailleurs, je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre qu'il y ait des Jedi alors que, dans The Mandalorian, c'est quasiment un Jedi, c'est quoi?» Donc ça va avec le fait aussi qu'on serait peut-être plus collé à l'univers de l'Ancienne République que de la Nouvelle. Effectivement. Après, c'est vrai que moi sur le moment, je me suis pas posé la question parce que, comment ça s'appelle? Les Derniers Jedi. Tu sais, le gamin au ballet là, il joue aussi avec une figurine, de Jedi, c'est même Skywalker, et cetera donc ça m'a pas perturbée plus que ça. Ce qui m'a plus perturbée, c'est que je me dis: «On est dans une ville où la technologie semble assez avancée» et le gamin, il joue avec des figurines qui ressemblent aux figurines Kenner des années 70, tu sais, très rigides avec juste il y a rien qui bouge, ça fait de la petite figurine de bois, sculptée à la va-vite. Alors soit c'est un truc qu'il s'est fait lui-même, soit ils ont vraiment des jouets, cheap, cheap, cheap parce qu'en fait, ils sont pas censés jouer, je sais pas. Mais voilà, je me suis fait cette remarque-là. Ah mais dans Star Wars, tu as souvent des éléments qui sont, comment dire? Qui font référence aussi un peu à la fantaisie, Rey, elle a aussi une petite poupette, qui est, hyper, simpliste, c'est le cas aussi dans The Bad Batch, c'est pas super étonnant, je trouve. Bon après Anakin, lui, il a un droïde super, méga fonctionnel, mais bon, c'est tout va bien. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est marrant de les voir, voilà, s'approprier l'histoire, moi j'imaginais presque le gamin dans sa tête refaisant le duel Luke Vador, enfin, tu vois? Quelque chose puis il y a une figurine qui est plus blanche, l'autre qui est plus noire, donc Oui. tu sens l'opposition, côté lumineux, côté obscur, Et je me suis posé voilà. la question, voir si c'était pas justement, ouais, Luke et Dark Vador et que, c'était pas la légende de Luke et Dark Vador qui Mmh. prospérait. En plus, après, il y a le Jedi avec le Rancor, donc là, tu te dis: «Mais c'est pas possible, c'est l'histoire de Luke». Et puis, Je sais par pas. contre, tu vois, dans une des slides du datapad, tu vois quand il parle justement du temple enfin, quand il parle, non, c'est quand tu décryptes et ça parle du temple Jedi, mais c'est pas indiqué dans l'épisode en tant que tel. La forteresse, elle ressemble énormément à la forteresse de Vador sur Mustafar. Avec, ce Ouais, côté, ouais. triangulaire mais coupé au milieu. Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle fout là, la forteresse de Vador, dans un livre sur les Jedi?» En plus, en parlant des Jedi, côté lumineux. Ça m'a pas mal, interrogée. Mais j'ai trouvé que la manière dont c'était fait, c'était très joli. Moi, j'avais envie de m'arrêter, faire des arrêts sur image tout le temps parce que tu as l'impression, tu sais, de ces livres, ces beaux albums pour enfants où tu sais, tu as, je sais pas comment expliquer. Tu sais, ça fait un peu du relief. Tu as différentes feuilles de papier, puis quand c'est rééclairé par derrière, tu as une scène qui se joue et je trouvais que voilà, il y avait cet effet un peu, très artistique en fait et justement très loin du côté très terre à terre, de la colonie, d'Atatine. Voilà, j'ai trouvé en plus le côté, tu sais, il tourne un bouton, il y a une animation, ça fait comme si tu tournais un machin, ça faisait rétro-futuriste, à fond, j'ai kiffé. Heu, leur bureau avec les 2 trucs sur les côtés qui font penser aux Ardennes Ouais, magiques des le années 90 ouais, là, le c'est sketch, top comment là. ça s'appelle là? Le truc rouge où tu avais 2 Oui, boutons que qui tu te faisaient secoues pour effacer là, que tu mettais dans le front à chaque fois. ah ouais, le truc où tu voyais des gens, ils faisaient des dessins de dingue et toi, tu arrivais à peine à faire un carré avec cette merde de Exactement, parce truc. qu'il y a alors pour ceux qui sont trop jeunes pour avoir reconnu, il y a une molette qui fait la verticale et une molette qui fait l'horizontale. Mais à chaque fois, il faut tourner, donc tourner pour penser à faire de l'horizontale ou de la verticale, il faut avoir le cerveau qui se branche Ah ouais, correctement non pour mais réussir à le faire, quoi. ouais, si vous voyez pas ce que c'est, Sketch-O-Matic, je crois et c'est l'espèce d'écran rouge qu'on voit dans Toy Story et qui fait des dessins tout seul. Exact. Voilà. Mais oui, j'ai pensé à ça, j'ai dit: «Il manque le tour rouge» et puis c'est bon, on est, genre limite tu t'attends à avoir le téléphone Fisher-Price qui arrive à côté de toi, pour rester Et à fond dans les années 80. le gamin, il fait un dessin de Jedi bien dégueulasse, façon, sketch,
Ouais, Ouais, c'est on est dedans. On est parfaitement c'est ça. dedans. Du coup, ça nous amène, voilà, ce côté, où oui, mais tranche avec le reste, ça nous amène effectivement sur cette planète At-Atine, où quand même on sent qu'on en a parlé, hein, on a déjà pas mal, rabâché le sujet, mais qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui sent pas bon sur cette planète. On a tout le côté, bah, finalement les enfants ils sont encadrés que par des droïdes. Il y a les droïdes de sécurité, le droïde, du tram, tu le droïde enseignant qui ressemble à une tactical unit, des Clone Wars. Enfin, on est dans un truc qui est très, très aseptisé. On te dit, les gamins, dès le plus, jeune âge, ils vont avoir, une assignation de carrière. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Futurama avec leur puce de carrière là qu'on leur implante dans la main. C'est au tout début de la série qu'on voit ça, ou quand Fry, il se réveille, de son, coma hibernaire, enfin d'hibernation de 1000 ans, où, le premier truc, c'est il tombe sur un bureaucrate qui lui dit: «Ah, je vais vous implanter, votre puce de carrière. Ah chouette, je vais être autre chose qu'un livreur de pizza». Pouf, on lui implante son truc, il passe au lecteur, c'est, livreur de pizza. Enfin voilà, c'est pareil, c'est prédéterminé, tu pas, tu pas de choix. Donc ça fait très, très, société, totalitaire, hein, très clairement. Bah, Et c'est bienvenue très, à Gattaca aussi avec Jude Law, où là, effectivement, c'est c'est la génétique qui détermine, ton avenir, donc on n'est pas loin. on n'est pas très loin. Là, c'est ton intelligence à 11 12 ans qui détermine tout ton avenir. Moi, je trouvais déjà que devoir faire un choix au lycée, c'était cool. Mais alors là, c'est le niveau encore au-dessus. Donc on sent bien qu'on est dans un truc où on va laver le cerveau. Encore une fois, voilà, les gamins qui rêvent d'être comptables ou analystes, tu dis: «Mais dans quel monde les gamins rêvent d'être comptables et analystes?» Enfin, c'est Non, mais on n'a rien contre les pas comptables et les crédible. analystes, attention. Non, c'est dans le sens Non, où mais voilà, encore à en cet effet, âge-là, tu vas rêver à des trucs un peu plus glamour, bah, comme, tu pas comme sur nous. les cosmonautes, quoi, là, c'est clair. Voilà, tu vas déjà un peu plus rêver sur des trucs, je sais pas, médecine, astronaute, ouais, toi, je vais travailler dans le jeu vidéo, je vais travailler dans la musique. Enfin, tu es un peu plus terre à terre que le gamin qui veut être pompier ou flic, ou danseuse étoile, mais tu es quand même encore dans le tout est possible. Voilà, donc tu sens des gamins où en fait, dès le plus jeune âge, on leur a enlevé la capacité de rêver. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est renforcé par le fait que, quand Wim demande à son père de lui lire une histoire parce qu'il est trop agité, trop nerveux pour s'endormir, son père lui dit, «Moi et d'une, j'ai pas le temps». Alors moi, Ouais, moi ça m'a aussi. brisé le cœur parce qu'en fait, alors c'est un miroir, ça te renvoie aussi à toutes les fois où tu as dit à ton gamin, «Bah non, ce soir je travaille, je peux pas te lire une histoire», voilà, donc tu dis: «Oh mon Dieu, je fais la même chose avec mes enfants, c'est horrible». Et puis, juste derrière, il enchaîne en te disant, en disant au gamin, «Tu pas un peu vieux pour ça?» Mais il a 11 ans! Enfin, il a 11 ans! C'est bien les Et histoires! et moi, j'ai immédiatement pensé, enfin, quand il a demandé une histoire, je me suis dit: «Ah, c'est une bonne idée ça, c'est quelque chose qui apaise avant de dormir». Et la C'est ça, réponse m'a tuée, quoi. Voilà, clairement, mais il est pas tu dans il prend mmh, pas de temps avec son fils. C'est ça qui est malheureux, en fait. exactement. Et ça, c'est, j'ai envie de dire que c'est un trope des films des années 80. C'est-à-dire que tu regardes, Maman j'ai raté l'avion, pour ne citer que lui parce que pour l'instant j'ai que ça en tête, mais tu avais souvent quand même dans ces Bah, films-là, dans le Hook, côté oui, dans Hook, effectivement, tu as l'abandon, parental qui fait que le gamin ou la gamine, est livré à lui-même ou elle-même, et mmh, puis c'est là il va explorer, il va prendre un peu des risques, il va se retrouver dans des aventures pas possibles. Donc on est raccord en fait avec, ce côté film d'aventure des années 80, mais aussi ça cache quelque chose d'autre derrière. C'est-à-dire qu'on a parlé des enfants qui sont, matricés, hein, en fait depuis l'enfance, mais tu te rends compte que les parents, c'est pareil. En fait, ils sont, le père, il parle que de ça, de son inspection au travail, du boulot et cetera, et tu penses qu'en fait, s'il a pas de temps à consacrer à son gamin, c'est peut-être pas sa faute, c'est qu'il est conditionné. En fait, il est conditionné à travailler toujours plus, et que ça démontre une société, bah, encore une fois, on est dans une dystopie totale, une société qui exploite les gens. Là, ce qu'on comprend pas pour l'instant, c'est quoi les tenants et les aboutissants? Parce qu'on a déjà établi qu'en fait, on est dans une planète reculée, une planète inaccessible, une planète qui est censée, être, mythique et ne pas exister. Or, on sait qu'elle existe puisque nos gamins, ils viennent de cette planète-là. Mais on a une planète qui est figée dans le temps.
puisqu'on est dans l'ère de la Nouvelle République et eux, ils se pensent toujours dans l'Ancienne République. Mais non seulement ça, mais si tu parles du principe que ce sont les grands travaux de la Haute République dont ils parlent, ça veut dire qu'ils sont bloqués presque 300 ans en arrière. Donc ça veut dire que pendant 300 ans, ils ont pas eu de contact avec l'extérieur? Tu vois, c'est un peu chaud, Ça puis il y fait a cette beaucoup, hein. barrière. Ça fait Mmh mh. beaucoup. Après moi, ça m'a fait penser, encore une fois, référence légende, encore une fois, je suis désolée, je peux pas m'en empêcher. Moi, ça m'a fait penser à, la trilogie de l'Académie de Jedi où, il y a des impériaux qui sont planqués depuis une dizaine d'années dans un centre de recherche au sein, de l'amas de la Gueule, donc c'est tout cet amas de trous noirs, autour de Kessel et en fait, ils ne savent pas que, la guerre est terminée, que, l'Alliance rebelle a gagné et cetera, mais eux, ils ont 6 ans de retard, pas plusieurs siècles. Donc c'est là où je me suis posé la question: est-ce que la barrière dont les enfants parlent, est-ce que ça serait pas un genre de rempart d'orage comme, dans la Haute République? Sauf que le vaisseau, avec lequel ils partent, il a l'air de passer la barrière sans problème, donc pourquoi lui, il passe la barrière et pas d'autres? Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de questions et pas de réponse. Après, c'est logique, on est au tout début de la série, donc c'est normal qu'on ait beaucoup plus d'interrogations que, Mmh mh. de réponses et je trouve que justement moi j'ai hâte de voir la suite quoi. Du coup, je suis ils m'ont attrapée quoi, Ouais, si je continue un peu dans les théories, le vaisseau, il est quand même assez bien enterré, donc on pourrait penser que ça fait assez longtemps, en fait, qu'il est là, puisqu'il y a eu le temps d'avoir des strates de terre. Ou alors il y a eu quelque chose qui a fait que, il s'est écroulé, dans une faille ou quoi, peut-être. Mais, ça pourrait faire penser qu'il est là depuis longtemps. En plus, on voit que, il y a des restes de pirates, en squelette. Ils sont quand même, bien décomposés aussi, donc ça date pas de la semaine dernière. D'ailleurs leurs costumes, font assez anciens aussi aux pirates, hein. On est vraiment dans les codes du pirate, du 18e, siècle, enfin terrien, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as vu que la fenêtre de la cabine du capitaine, ça faisait très, tu sais, fenêtre arrière dans les Oui, vaisseaux pirates, des années 1700-1800, on ouais, a ouais, la vraiment cabine du l'impression d'être capitaine, à ouais. ah ouais, j'ai trouvé Puis le ça mais chapeau là, enfin il y a quelque le chose, chapeau effectivement, on mais il y est a tout. En fait, proche. on est dans le film de pirates. On va y venir après, il y a aussi des clins d'œil, tout ça. Il y a beaucoup de clins d'œil au film de pirates, Mmh mh. mais voilà, je voulais finir sur Hatsin d'abord. Donc on sent vraiment, voilà, qu'il y a quelque chose qui va être très important, pour la suite. Alors il y a une image, et parce qu'en fait, dans la maison de Fern, il y a une fresque qui est, a priori, je pense, très importante. On sait que, voilà, bon, Filoni, il a eu un petit peu pas un droit de regard, mais, il a quand même supervisé le projet et on sait que Filoni, il aime bien tout ce qui est fresque, hein. On a bien vu quand même que, dans Rebels, sur le temple, Jedi de Lothal, la fresque, elle avait énormément d'importance. Donc je vais essayer de vous la retrouver. Alors, c'est un print écran que je récupère sur Instagram, donc ça va être moche, mais c'est pas grave. Voilà, je sais pas si c'est ultra lisible, mais on voit cette espèce de fresque avec un personnage central qui est une femme, qui ressemble étrangement à Leia à la fin de l'épisode 4. On a, une figure sur sa gauche qui ressemble à une figure un peu je dirais de prêtre, parce qu'il y a un bâton qui fait très, sceptre de prêtre et qui a l'air de faire partie de la même espèce que Neil, puisqu'on a les grandes oreilles et la trompe. Tout à la gauche, ce qu'on voit pas bien, c'est un humain et sur sa droite, il y a un Itorien et ensuite un humain, qui tourne le dos. Puis on a un symbole, tout en haut, un symbole rond qui est exactement, alors là, on voit pas bien, mais c'est exactement le même symbole qui est sur le badge, de meilleur élève De de Fern. ferme. On a Hélès qui nous dit dans le chat, on dirait vite fait alors non, c'est Sylvain qui disait: «C'est pas le bâton du cardinal qui a ouvert Notre-Dame», et j'ai eu exactement la même réflexion. Il ressemble beaucoup au bâton de l'archevêque de Paris, lors de la messe d'hier, d'ouverture de Notre-Dame de Paris, enfin de réouverture. Bref, c'était un aparté. On a, Simon, alors moi j'avais pas fait ce parallèle-là, mais qui nous dit que ça ressemble vite fait à la voie de la main ouverte. Donc là encore un clin d'œil à la Haute République. Bon après, cette peinture, comment dire? En fait, elle peut avoir plusieurs interprétations. Moi, j'avoue qu'au départ, la figure de la femme, comme elle m'a fait penser à Leia, je me disais: «C'est peut-être un truc, qui célèbre la libération de la planète par les rebelles». Donc on a Leia et puis différents héros et cetera.
J'allais dire, en plus, l'homme, qui est à gauche pourrait faire penser à Han Solo, avec, son petit gilet, foncé sur sa chemise et l'homme tout à droite pourrait faire penser à Luke Skywalker avec sa coupe un peu mulet. Donc, vraiment, on Effectivement. pourrait penser à notre Big 3, assez facilement. Effectivement, sauf que maintenant on sait qu'a priori, ils savent même pas ce que c'est que la Nouvelle République, donc Luke, Han, Leia, ils les connaissent pas. J'ai vu moi que ça pourrait être une allégorie de la création de la barrière et que donc la femme serait une sorte de déesse avec, voilà des personnages, alors peut-être issus de la planète, peut-être que l'espèce de Nil est une espèce indigène. Voilà, on n'en sait pas plus, mais je pense qu'effectivement depuis que je l'ai vue dans une vidéo, je me dis qu'elle est pas là par hasard. On sait très bien que ce genre de choses, c'est jamais réellement là par hasard, surtout qu'on a une répétition du symbole de la fresque vers le médaillon. Donc là aussi, on nous rajoute encore un petit peu plus de mystère, concernant cette planète, At-Atin. Et est-ce que le trésor, fabuleux ne serait-il pas à l'intérieur du vaisseau? Parce que c'est un truc classique ça, les pirates qui ont un vaisseau et qui vont se planquer et à la fin le vaisseau finit par couler, au fond des mers et du coup C'est il faut aller possible. retrouver le C'est fameux possible. vaisseau. Après, il y a encore, cette scène d'ouverture, où on se demande un peu ce qu'elle vient faire là. Dans le sens où, pour l'instant, la cargaison réelle du vaisseau qui a été abordé, dans la scène d'ouverture du premier épisode, on se demande, voilà, quel est le lien avec tout le reste? Mis à part le fait que, on retrouve une partie de l'équipage sur Port Borgo, notamment le Chistavanien, et qu'on peut très, sincèrement s'interroger sur le fait que, le personnage joué par Jude Law, donc le Force Sensitive en tout cas, soit potentiellement le capitaine déchu, hein, qui nous les fait un petit peu à la Jack Sparrow, mutinerie de son équipage, il s'est retrouvé au fer, voilà. Mais pour l'instant, aussi belle qu'elle ait été cette scène d'abordage, pour l'instant je vois pas en quoi elle est liée au truc, à moins que, les crédits c'était le trésor d'At-Atin, enfin il y a un truc avec ça, je pense. C'est peut-être plus simple que ça, c'est peut-être juste, pour t'introduire, oui, le personnage, de Jude Law, puisqu'il a pas de nom, donc on va l'appeler comme ça et que du coup, voilà, ça explique le fait qu'il soit, dans la prison et qu'il va vouloir peut-être se venger des autres pirates. Faye, pensait que c'était peut-être un personnage à la John Longsilver dans, L'Île au trésor, qu'il allait donc se servir des enfants pour, le mener au trésor. Bon bah, Je de toute pense que c'est une façon, bonne, théorie. oui Mmh. effectivement, de toute façon il attend quelque chose. Ah C'est bah oui, pas juste là pour aider les gamins, parce que sinon il s'en serait sorti tout seul quoi. Mais pourquoi il a attendu aussi longtemps dans la cellule? Enfin voilà, il y a tout plein à fait. de questions, sans réponse, mais ouais, qui donnent envie d'en savoir plus. Bah, déjà, enfin, juste pour la petite anecdote, je les ai regardés ce matin avec mes enfants parce qu'on n'a pas eu le temps de les regarder avant et à peine le générique du premier épisode terminé qu'ils étaient là: «Un autre!» OK, OK, on passe au et à la fin, «Maman, c'est quand que ça sort, le prochain?» «Bah, mercredi là». «Oh, mais on veut savoir la suite!» Eh oui, mais écoute, et puis il me pose plein de questions genre: «Mais ça, c'est pas sorti en fait, je vous l'ai dit, je les ai pas vus, mais ils sont déjà à fond». C'est très, très drôle, je suis très contente. Bah, écoute, moi, pour le moment, je suis pas encore, complètement accrochée, voilà, comme je l'ai dit, je pense que c'est le fait que la description de la République, m'a un peu, j'attends de savoir ce qu'il y a derrière. Voilà, si, s'il y a une bonne explication, derrière, OK, pourquoi pas. Faye, elle avait aussi une théorie, je pense qu'on va pouvoir en parler, c'était que c'était une expérience un peu à la Truman Show, donc pourquoi pas. Moi, je pense que c'est une bonne théorie aussi. En tout cas, ils ont l'air de faire beaucoup d'analyses, dans cette planète, donc je ne sais pas ce qu'ils analysent, mais j'imagine quelque chose. Là, Peut-être, ce qui est bizarre, c'est quelque chose qu'ils aient sur les été enfants. coupés du monde et qu'ils continuent. Après, ça peut-être qu'ils ont aucun moyen de repartir de la planète. Là, ça me fait penser par exemple à c'est Lost Tribe of the Sith, donc c'est la tribu
perdu des Sith. J'espère de pas faire une mauvaise VF parce qu'il y a eu une VF, c'est juste que j'ai lu en VO. En fait, c'était dans la série, Le Destin des Jedi, donc c'est la toute dernière, série Star Wars, l'univers étendu légende, où, Luke et son fils Ben se retrouvaient face à une tribu, perdue des Sith qui s'était crashée sur une planète et qui avait pas, dans les survivants, en fait, il y avait pas, quelqu'un qui était en mesure de, réparer le vaisseau, où ils avaient plus les pièces, enfin un truc comme ça et donc ils sont restés, paumés sur cette planète pendant, je crois que c'est plusieurs millénaires, comme ça complètement isolés du reste de la galaxie. Mais ils ont créé leur société en intégrant aussi les indigènes et cetera, jusqu'au jour où il y a un autre vaisseau qui s'est crashé. Ils ont réussi à récupérer les pièces, à remonter leur propre flotte et à partir, à l'assaut de la galaxie. Donc si ça se trouve, on est sur une planète, un petit peu, dans le même genre en fait, peut-être, parce qu'on parlait des grandes œuvres de la Haute République, donc on a parlé aussi de la conquête de la bordure extérieure. Si ça se trouve, à la base, c'était des colons qui se sont établis sur cette planète et qui attendaient, on leur a dit: «Bah ouais, c'est difficile d'aller jusqu'à chez vous, restez là, prospérez, puis on voit la suite». Et peut-être qu'effectivement personne n'est jamais venu. On peut aussi faire un parallèle avec, le film Buzz l'éclair, où il y a Oui. aussi, cette communauté, d'humains qui est coincée sur une planète qui a pas la technologie pour en repartir. Et on a, Buzz qui fait plein de tests et lui en fait, le temps s'écoule pas en plus à la même vitesse pendant ses tests que ça ne s'écoule sur la colonie. Enfin, j'ai envie de dire que la science-fiction est truffée De cas comme ça, d'histoires de ouais. ce genre, de colonies qui sont, en autogestion, qui sont totalement autonomes et qui sont complètement, coupées du reste du système ou même de la galaxie. Donc ce serait pas déconnant que ça arrive dans l'univers Star Wars. Je Après, pense que ça c'est une explique idée pas intéressante. la barrière. Pourquoi Non, et on ils ont voit une bien que c'est barrière? pas un phénomène, naturel. Mmh. Parce que dans le ciel, quand il fait nuit, tu vois les petites balises rouges qui sont bien réparties de manière uniforme, comme s'il y avait une sorte de bouclier planétaire. Mais ce que je Mmh mh. m'explique pas, c'est ces espèces de tourbillons, façon aurore boréale et surtout le fait que le vaisseau passe sans problème. Et là, ça fait penser, je vais m'arrêter là en fait, parce que c'est des spoilers, phase 3 de la Haute République, donc je me tais. Mais ceux qui ont lu la phase 3 de la Haute République sauront de quoi je veux parler. On a ici juste dans le chat, qui nous dit: «Ça fait du bien de voir des enfants qui agissent et qui parlent comme des enfants et non comme des adultes» et je suis entièrement d'accord avec toi. C'est assez rafraîchissant de voir, du Star Wars du point de vue des enfants et sans les infantiliser en plus. Je trouve que ça il marche bien ce groupe de gamins. Après, je pense qu'on a déjà bien déblayé ce qui se passe dans ces épisodes, 1 et 2. Bon, moi, vous l'aurez compris, hein, je suis super conquise, je suis super contente parce que ça répond, vraiment, à mes attentes, à ce que j'imaginais. Voilà, un film d'aventure des années 80, les Goonies dans l'espace, donc voilà, je suis servie. Puis il y a beaucoup de choses et je pense que, ouais, effectivement, il y a différents degrés de lecture. Tout ce que nous, on a, sur quoi on n'a pas labré aujourd'hui, les enfants, ça leur est passé, mais royalement au-dessus de la tête, hein. Je suis quasiment sûre. Eux, ils sont dans l'aventure. Mmh. Les parents, eux, vont plus être dans effectivement ces réflexions par rapport à, la dystopie, et cetera. Donc le fait que ça soit un truc à différents niveaux de lecture, c'est vraiment super intéressant, je trouve. C'est une première, hein, d'ailleurs, dans Star Wars d'avoir quelque chose d'aussi, ouvertement enfantin, même si Star Wars a toujours été, quand même pour les enfants, on n'a jamais été du point de vue des enfants. À part les Ewoks. Oui, Anakin dans une, moindre mesure, mais je suis d'accord avec toi en fait, on suivait surtout, Qui-Gon et Obi-Wan, hein, dans l'épisode 1. Anakin était presque un personnage secondaire. Après, je sais pas si ça va vraiment être, pour les enfants. Moi, je t'avoue que ça m'a fait un peu peur quand j'ai commencé à voir La Maison Close. Je me suis dit: «Oh là là, j'espère qu'ils vont pas nous faire un truc, trop, comment dire? Qui craint». Parce que dans les années 80, des fois quand même, il y a certains films qui sont avec des enfants et en fait, quand on y réfléchit, qu'on prend du recul, on se dit: «Mon Dieu, je ne montrerai pas ce film avant des années à mes enfants». Donc j'espère que Bah, ça va rester accessible quand même. j'ai envie de te dire, c'est du Star Wars, hein, donc tout ce qui est un peu, soft porn et cetera,
On va pas retrouver là-dedans. Les enfants, ce qu'ils ont vu sur Si je leur en parle, ils vont dire: «On a vu un bar quoi, avec Mmh. avec une nana qui était dedans». Je pense que le côté même, danseuse exotique, ça leur est passé, réellement, au-dessus. Donc il y a ce que nous on voit et ce qui est Oui, en sous-texte dans l'image, mais nous on a l'expérience en fait pour analyser ce sous-texte et puis tu as les mmh enfants, mh. eux c'est, 1er degré mais royal quoi. Non, mais c'est resté à au bon niveau, je pense. C'est juste Oui. que quand je l'ai vu, la scène, je me suis dit: «J'espère que ça va rester à ce niveau-là» et c'est resté à ce niveau-là, Mmh. voilà. Donc pas d'alerte, mais voilà, j'ai eu des petites craintes pendant 2 minutes, quand ils sont arrivés dans le port, Borgo. Moi, c'était plus Mais sur la non, première c'est scène, tu vois? Le fait ouais, que, ça soit quand même un abordage qui soit ultra violent. Alors, c'est pas plus violent que, du Mando, hein, on a regardé oui, Mando oui. avec les enfants donc voilà, mais je me suis dit: «Ouf, c'est peut-être un peu enfin, un peu too much pour un truc qui est quand même, orienté enfant» et puis bon, pour l'instant, c'est la seule scène vraiment, «dure» entre guillemets, de la série. Donc faut voir après, comment ça évolue, voilà, même si tu as quand même à un moment donné là le droïde qui grille un autre avec son bouclier surchauffé là, c'était comme un peu moyen comme, mais bon. Ouais, après les producteurs, ils disaient que c'était avec des enfants, mais que c'était pas pour les enfants. Enfin, Mmh. ils ont pas dit que c'était pas pour les enfants, mais que les enfants étaient pas le public visé. C'est pas une Oui, enfin série tu pour ouais, tu c'est ça que je veux dire. oui, voilà. Mais en tout cas, les miens, ils sont conquis, donc on va avoir notre nouvelle tradition, du skeleton crew une fois par semaine, voilà, donc ça va être cool. Voilà, voilà. Et beh, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, je rappelle le principe, du Geek Squadron en série, hein. C'est une émission conjointe entre Geek Squadron et Geek en série. Malheureusement, Faye de Geek en série pouvait pas nous rejoindre ce soir parce qu'elle est malade, elle est au fond de son lit. Donc on lui envoie, plein de douces pensées de rétablissement et on va se retrouver tous les 15 jours, pour discuter de Skeleton Crew au fur et à mesure de l'avancée de la série. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver le replay donc sur YouTube, vous pourrez aussi nous retrouver, sur, la plateforme PodCloud. On est sur, toutes les plateformes de streaming, hein, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, et cetera et puis, bah, n'hésitez pas à échanger avec nous sur nos réseaux sociaux. Alors on a plus ou moins déserté Twitter. Vous nous retrouvez beaucoup, à la fois sur le compte du Geek Squadron et à la fois sur nos comptes perso sur, Blue Sky. On est très active, dessus. Sinon compte Instagram et compte Facebook. De même que vous pourrez retrouver, Faye et Geek en série sur ces plateformes-là, sans aucun problème. Céline, est-ce que tu as un petit mot à ajouter? Non, juste, on va vous retrouver, donc dans 15 jours, pour la suite. Cette fois-ci, on va rester sur notre, chaîne, voilà, parce que Geek en série est déjà pas mal occupé avec, ses propres, podcasts, donc et nous, on voulait refaire une émission, tout bientôt. Je préfère pas en dire plus parce que si jamais, pour une raison ou pour une autre, on peut pas la faire. Mais voilà, Mmh, on a encore une fois, on a plein de projets là sur la planche, donc je mmh. pense que vous allez bientôt nous retrouver. Suivez bien les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne, hein, c'est toujours bon aussi, pour les algorithmes, hein. Oui, je rajoute juste un petit teasing, la prochaine émission normalement c'est un format inédit, on innove. Voilà et beh, merci à tous ceux, dans le chat, qui étaient là. Je dis «ceux» parce que, a priori, il n'y avait que des garçons ce soir, donc un grand merci à Sylvain de Star Wars en direct, à Elestar qui a un blog de lecture, orienté, science-fiction, fantasy, qui s'appelle l'Imaginarium électrique et puis à XP, 78 qui a toujours des, analyses, extrêmement pertinentes et qui est un vrai puits de connaissances quand il s'agit de cinéma et de séries. Oui, il intervient Merci à vous aussi tous. dans On a supprimé les rushs, dans l'univers de James et Faye. Donc merci à vous tous. Voilà, on a Sylvain du coup qui se sent plus les mecs en force. Aou, aou. Oui. Voilà, je savais Je bien peux qu'il dire fallait aussi on fait des émissions 100% féminines là sur, Star Wars. C'est pas effectivement. souvent. Mais ça compense, tu vois, 2 podcasteuses et un public exclusivement masculin ce soir. Voilà, merci à vous tous. Ah oui, XP nous dit aussi et retour vers les étoiles, sur, spécifique Star Wars, excuse-moi, C'est j'ai vrai. oublié. Voilà et bien sur ce, on vous souhaite une excellente soirée. On vous retrouve dans 15 jours pour parler de notre Skeleton Crew. À très bientôt et que la force soit avec vous. Salut!